Et on va accueillir notre prochain intervenant, Thierry Deschamps de Payette, le docteur Thierry Deschamps de Payette, professeur de Chir supérieur et spécialiste des technologies numériques, qui fait notamment du conseil en investissement dans les technologies numériques. Bonjour. Bonjour. Alors on ne vous demande pas qu'est-ce que le métaverse, mais comment utiliser le métaverse? Alors le métaverse, c'est un sujet très transversal. Alors je vous ai préparé une petite présentation là. On va essayer de lancer. Mais pour bien en parler, d'abord, il faut peut-être montrer des exemples de métaverse opérationnel. Alors, il se trouve que je travaille effectivement à l'international pour conseiller des sociétés ou des institutions qui se lancent dans le métaverse, des gouvernements ou des groupements. L'un des premiers exemples que je peux vous citer, c'est celui de Fuels Europe. En fait, c'est une association des producteurs de pétrole qui s'orientent vers la production d'e-fuels de synthèse et qui souhaitent communiquer sur leurs nouveaux produits. Et ils ont choisi comme plateforme le métaverse. La société s'appelle Infinite Reality et voilà à quoi ressemble le métaverse de cette association européenne. La vocation, c'est donc que des avatars qui s'intéressent aux fuels de synthèse viennent visiter le métaverse. Donc, il se trouve que c'est moi qui ai participé au cahier des charges et aux spécifications. Donc, vous voyez qu'on peut mixer dans le métaverse des avatars qui sont en fait très proches de la réalité, qui peuvent être même des mélanges de films et d'acteurs réels et d'avatars virtuels, et qui présentent en fait ici donc des solutions de capture du carbone, de production d'énergie alternative, et qui sont très pédagogiques. Donc ici, c'est dans un objectif de communication que ce métaverse présente les applications de ces carburants alternatifs. Alors c'est très participatif, l'avatar se déplace librement dans l'espace et peut avoir des interlocuteurs ou des conseils. Il y a d'autres applications du métaverse que je vais vous montrer également, avec un deuxième exemple, qui lui est un projet d'accélérateur on va dire de société ou de projets destinés au développement durable et qui cherchent à présenter leur technologie devant des investisseurs ou devant des clients potentiels. Et là, le métaverse permet à ces sociétés qui développent ces technologies de présenter dans un espace virtuel d'abord des simulations et ensuite, une fois que les fonds sont levés, de construire dans la réalité des prototypes ou d'instancier des usines, et ensuite de connecter ces usines par le biais des objets connectés au métaverse pour avoir des jumeaux numériques sur lesquels ils vont pouvoir faire évoluer des scénarios. Donc voilà le projet Jump, dont je suis un cofondateur d'ailleurs, et voilà à quoi ressemble le métaverse de Jump qui vise à démontrer à ce à quoi pourrait ressembler une ville ou un projet de civilisation qui intégrerait de manière harmonieuse les énergies renouvelables et intégrer tous les problèmes de durabilité. Donc on peut avoir des artistes qui s'expriment, on peut avoir des salles de conférence, on peut avoir des lieux un peu insolites pour y faire des concerts, des événements, montrer ou démontrer les effets du changement climatique, par exemple, sur la planète, et puis également de créer des événements qui sont aujourd'hui, déjà vous savez qu'il y a des événements qui se créent par les réseaux sociaux, et demain on peut avoir des mouvements politiques ou des mouvements de civilisation qui peuvent être lancés depuis le métaverse, et ici par exemple un événement qui va être proposé par ce consortium, puisqu'il s'agit d'un consortium qui sera basé au Luxembourg, mais qui a une volonté internationale. Voilà, donc c'était deux petits exemples pour vous montrer aujourd'hui l'état de l'art des métaverses, là où on peut aller. Déjà au niveau français, européen, alors j'ai été invité par François Bayrou au mois de mai pour présenter les applications des jumeaux numériques à l'occasion du Grand Prix de Pau qui faisait tourner des véhicules électriques pour voir un petit peu les performances. J'étais au ministère de l'économie au Luxembourg dernièrement pour faire un partenariat entre l'Université du Luxembourg et une société américaine qui est un nouvel acteur dans le domaine du métaverse qui s'appelle Infinite Reality.
qui est en fait qui est pas nouvelle puisque c'est une fusion de studios de cinéma, de réseaux sociaux et puis de jeux vidéo comme Rect, qui a été acquis par Infinite Reality. Alors c'est des montants exorbitants, hein, de l'ordre de 480 millions de dollars pour acquérir une compagnie. Donc vous voyez, c'est tout de suite des sommes importantes qui sont mises en jeu dans ce genre de choses. Juste pour vous donner une idée des perspectives de business qui sont projetées par les acteurs économiques et financiers du métaverse, vous avez par exemple Bloomberg hein, qui estime que la taille du marché aura déjà atteint 800 millions de dollars d'ici 2024. Forbes qui répète ce que Citi affirme, c'est-à-dire que potentiellement d'ici à 2030 on aura 13 000 trillions de dollars, c'est-à-dire ça fait quand même 13 000 milliards de dollars sur le marché du métaverse. Gartner, lui, qui annonce que 25% des humains passeront au moins 1 heure par jour dans le métaverse d'ici à 2026. JP Morgan qui estime des revenus annuels de 1 trillion de dollars. Donc c'est des chiffres qui font tourner la tête. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la répartition des investissements qui sont actuellement faits dans le domaine du métaverse. Vous voyez que, bon, évidemment, sans surprise, c'est déjà les acteurs de l'IT qui investissent massivement dans le métaverse. Mais en numéro 2, et ça c'est une nouveauté, et je pense que la France aura des choses à dire là-dessus, et en tout cas à se positionner, le deuxième investissement aujourd'hui dans le monde du métaverse, c'est l'éducation. 12% des capitaux qui sont levés sont destinés à développer l'éducation au sein du métaverse. Pas plus tard qu'hier soir, j'étais en relation avec l'Université technique de Munich et puis l'Université de Toronto pour parler un petit peu des évolutions et notamment ils vont lancer un métaverse dédié qui s'appelait le Metaversity qui va d'ailleurs être porté par le projet Jump. La finance pour 11% et les autres, le marketing, l'advertising, le médical et le health représentent à peu près 9% des capitaux investis aujourd'hui. Alors le métaverse, je vais donner une définition officielle, hein. C'est un environnement numérique, immersif, interactif et persistant. Ça veut dire que non seulement il est digital, on peut pénétrer dans cet univers, il est interactif parce que on peut agir avec des hommes, mais aussi on peut agir avec des assets. En fait, il faut voir le métaverse comme une méta-interface qui permet non seulement de communiquer donc avec des personnes, d'échanger des données avec des personnes, mais également de récolter et de collecter des informations qui viennent du monde physique et qui permettent de les transformer. Et ça, les industriels connaissent bien ça depuis à peu près une vingtaine d'années. Quand j'étais dans mon premier laboratoire de recherche, on travaillait déjà sur l'embryon des jumeaux numériques il y a 25 ans. Et ces interfaces, cette nouvelle interface uniforme, universelle, permet quand même, à partir de devices qui sont très simples, de manipuler de l'argent, de manipuler également des objets virtuels qui, eux, sont connectés à la réalité par le biais donc, de systèmes d'objets connectés. Le Web 3.0, là-dedans, en fait, c'est un substrat. C'est une technologie qui permet de décentraliser l'information, de décentraliser les calculs et de décentraliser le stockage en s'appuyant sur des technologies de répartition de cette information au travers du cloud, ou des clouds, c'est-à-dire physiquement répartis sur des data centers du monde entier, en utilisant une structure de données sécurisée qui est révolutionnaire, hein, mais qui s'appelle la blockchain, et dont les évolutions vise à s'améliorer avec le temps. Notamment, un gros défi des métaverses, c'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Donc le métaverse, si je regarde ce que c'est de la navigation et de l'interaction, partagée entre les utilisateurs, accessible par liaison Internet. C'est un environnement numérique avec des avatars. C'est ce qu'on appelle une infrastructure de calcul. Et là, ça pose un vrai problème, parce que vous savez que le prix de l'énergie a légèrement augmenté ces derniers temps. Si on regarde sur le marché de gros, ce qu'on achetait à 45 € du mégawattheure il y a encore quelques mois, aujourd'hui, est de l'ordre de 750 €. Et probablement qu'au mois de janvier, on aura multiplié le prix de l'énergie électrique, notamment d'un facteur 20. Et cette énergie électrique, elle est importante pour alimenter les data centers. Donc il va falloir, à un moment donné, rationner ou optimiser
les algorithmes de traitement, parce que pour calculer des environnements 3D et les projeter chez Monsieur Tout-le-Monde, eh bien, il faut des pétaflops de puissance de calcul qui sont aujourd'hui répartis, mais qui sont aussi très gourmands en énergie. Ça, c'est un vrai sujet. Et le Web3 permet de manipuler des cryptoactifs par deux biais qu'on appelle la DeFi, la finance décentralisée, ou la CeFi, qui est, elle, plus centralisée. Et puis enfin, des devices, des casques, des objets connectés qui viennent se connecter au métaverse et des interfaces sensorielles qui vont devenir de plus en plus efficaces pour vous immerger dans un monde virtuel. Alors les applications, donc évidemment le e-commerce, vous connaissez peut-être, des grandes marques commencent à se lancer là-dedans, je ne vais pas les citer, mais des marques de chaussures, des marques de vêtements commencent à permettre non seulement d'acheter des vêtements physiques, mais surtout un nouveau marché d'enrichir des avatars, c'est-à-dire d'habiller des avatars avec des actifs virtuels où certaines collections auront même de la valeur. On peut créer des événements, on a ici des gens d'ailleurs, je pense à Sylvain là, qui fait intervenir des musées, on peut digitaliser des œuvres d'art de manière extrêmement efficace et les rendre accessibles au plus grand nombre. On peut avoir des concerts, on peut avoir des événements culturels au sein du métaverse. La socialisation, donc évidemment, un marché aujourd'hui de 300 millions d'utilisateurs, c'est les sites de rencontres. Donc évidemment, dans le métaverse, ça va encore optimiser les choses. C'est un marché absolument colossal en croissance. Aux États-Unis, il y a un événement qui s'appelle le Burning Man. Ils n'ont pas pu le faire avec le Covid, donc ils l'ont fait dans le métaverse. Voilà, donc il y a des événements qui se sont produits dans le métaverse. Les industriels, alors là, qui sont très en avance, avec notamment les jumeaux numériques, pour prendre des décisions, faire des scénarios de production, d'optimisation de production. Et là, le jumeau numérique enrichit la réalité par des informations qui sont en fait des méta-informations qui synthétisent le fonctionnement des machines, mais qui également peuvent simuler des scénarios de panne ou d'optimisation de production avec notamment l'application d'algorithmes d'intelligence artificielle. Et puis le secteur de l'éducation, vous aurez des classes virtuelles probablement. Vous avez vu qu'avec le Covid, vous aviez une augmentation sensible du nombre de connexions pour avoir accès à l'éducation. Étant moi-même enseignant, j'ai donc fait des cours et j'aurais bien aimé à certains moments avoir un peu plus de degré de liberté et le métaverse aurait été un excellent outil pour le faire. Et puis pour faire des gestes un petit peu précis. Il existe déjà des applications qui sont en cours de développement mais qui ont déjà été testées, notamment pour former les chirurgiens sur des gestes opératoires très complexes où il n'y a que quelques spécialistes dans le monde et qui peuvent virtuellement se réunir dans un espace dédié pour enseigner et partager les gestes techniques. Ce qui est important, c'est que, à comprendre également, c'est que le métaverse est une perspective pour ouvrir l'emploi. C'est-à-dire qu'il y a des métiers qui n'existent pas encore et si on n'y prend pas garde, on risque vite de se retrouver avec des opérateurs ou des interlocuteurs internationaux. Typiquement, aujourd'hui, si vous avez une société qui souhaite créer un métaverse, une société, institution, peu importe, la première chose qu'elle doit faire, c'est identifier son besoin et puis discuter avec des gens du droit, du légal. Parce que le métaverse étant un nouvel espace de liberté, vous imaginez bien qu'on peut y trouver aussi des dérives, et notamment des vols d'identité ou des choses comme ça qui peuvent avoir lieu au sein du métaverse. Et puis, de l'autre côté, vous avez les producteurs de métaverse. Alors, les producteurs de métaverse, en fait, ils sont à différents étages. L'étage le plus haut, celui qui va offrir le service de fournir le métaverse, ça s'appelle un fournisseur de métaverse. Il va fournir des API, donc des interfaces de programmation, des interfaces de développement. Il va fournir l'accès aux infrastructures de déploiement. Juste une petite parenthèse pour vous donner un exemple. Vous savez que la lumière se déplace à 300 000 km par seconde. Pour avoir un métaverse immersif, il faut un temps de latence de l'ordre de 15 millisecondes.
En 10 millièmes de seconde, la lumière fait un aller-retour de 1500 km, donc aller et retour. Ça veut dire qu'il reste que 5 millisecondes pour les calculs. Donc ça veut dire que si d'abord il faut avoir des data centers qui soient capables d'exécuter et qui contiennent la puissance de calcul nécessaire et les algorithmes pour projeter l'information, mais également il faut prendre en compte le délai de latence du transport de l'information. Ça veut dire qu'il va falloir sur les territoires déployer des data centers et de la puissance de calcul dédiée. Et donc de la consommation d'énergie absolument pharaonique. Si vous prenez aujourd'hui les nouvelles cartes GPU que vous mettez dans vos PC de Monsieur Tout-le-Monde, eh bien là, vous avez quand même quelque chose qui consomme 5 à 600, voire 700, voire 800 watts, juste pour pouvoir afficher des objets en 3D. Donc là, d'un point de vue technique et technologique, on est face à une limite physique, qui est la consommation énergétique de ces data centers. Sachant que cet hiver, on aura du mal à se chauffer, peut-être qu'il faudra se poser des bonnes questions. Voilà. Donc les fournisseurs de métaverse, eux, ils font appel aux producteurs de métaverse, et derrière, il y a des studios de métaverse. Il y a des milliers d'emplois qui sont sous-jacents, hein, et des gens qui ont des niveaux techniques très divers, que ce soit des artistes d'ailleurs, ou que ce soit des techniciens, des développeurs, qui vont exploiter ces interfaces et les mettre en jeu, tout comme l'a été le développement du Web 2, que notre ami tout à l'heure a bien exposé. Hein. Vous avez vu le nombre d'emplois qui ont été créés avec le Web. Le Web 2 a encore accru ce nombre d'emplois, et probablement qu'avec la prochaine génération, donc les instanciations du Web 3 Metaverse, qu'on avait appelé les Open Metaverse. Alors, Open Metaverse, c'est juste que les données, c'est le client, c'est l'utilisateur qui en est propriétaire, à la différence des Closed Metaverse, où c'est centralisé, et donc c'est typiquement le fournisseur de métaverse qui devient propriétaire de votre donnée. Et donc attention à cette petite notion qui paraît anodine, mais qui est très importante notamment pour la souveraineté. Et puis entre ces gens-là, pour mettre en relation le demandeur de métaverse et le producteur de métaverse, eh ben on va trouver des maîtres d'œuvre qui vont faire les analyses, qui vont faire les spécifications, qui vont écrire les dossiers techniques, et puis qui vont faire intervenir deux compétences complémentaires, les architectes et les experts techniques, qui vont relier le métaverse au système d'information existant. Et là, il y a des gros problèmes d'interopérabilité, des problèmes de transfert de données, des problèmes de sécurisation, et je vous laisse imaginer le niveau de compétence que devront avoir ces acteurs. Alors il se trouve que moi j'ai créé la première concession en Norvège, hein, qui est capable de faire ces travaux-là, mais on s'est en Luxembourg, on va probablement arriver en France avec ça. Voilà. Bon, là c'est l'architecture, mais je vais pas insister là-dessus, ça devient un peu trop technique. Voilà. Merci beaucoup, docteur. On a vu qu'il y avait des limites. Est-ce qu'on va réussir à les franchir, ces limites, ou à un moment donné, on ne pourra pas aller plus loin dans les créations de métaverse? Ben oui, parce qu'en fait, ce problème technique de distribution de la puissance de calcul, soit elle vient dans le casque virtuel de l'utilisateur, mais il faut quand même avoir suffisamment de matériaux et de ressources pour produire les devices en grande quantité, donc également de l'énergie, des nouvelles fabrications d'usines. Alors, je pense que la croissance éternelle, physiquement, malheureusement, elle va s'arrêter à des réalités très simples. Et également, il va y avoir un sujet au niveau de la capacité à alimenter en énergie ces nouveaux data centers, ces nouveaux calculateurs qui nécessitent, qui sont utilisés pour le métaverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que probablement que l'usage du métaverse se concentrera sur des applications utiles. Par exemple, là, mes amis de Ernst & Young au Luxembourg commencent à faire du conseil dans le métaverse. En tout cas, ils ont cette volonté. Et donc, on va cibler les usages pour les rendre plus efficaces et optimiser les déplacements pour que le bilan carbone, in fine, soit positif. Hier soir, j'étais avec des gens du Panama qui cherchent à notamment comptabiliser la production carbone et la verrouiller, cette comptabilisation, par le biais de NFT, qui sont accessibles dans le métaverse, qui permet de sécuriser, en tout cas, les transactions de CO2, qui permettent à certaines entreprises de racheter leur CO2 pour pouvoir avoir des marges de manœuvre acceptables et continuer une partie de leur business. Thierry Deschamps de Payette, cette fois vous pouvez l'applaudir. Merci pour lui.